Bonjour à tous, merci Pierre pour l'introduction. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par une première question, au-delà de m'appeler Thomas Leonetti, mais je ferai une slide après. Qui fait du référencement ici dans la salle? Qu'il se dénonce. D'accord, ok. Oui, j'en ai reconnu quelques-uns, notamment mes élèves. Vous revenez, c'est bien, vous êtes courageux. Alors, j'ai mis cette slide parce que je vais commencer par quelque chose d'un peu ironique après ma slide de présentation. Donc, je m'appelle Thomas Leonetti, je suis référenceur web depuis 2010, je suis enseignant et conférencier SEO. Je suis gérant de l'agence PL Référencement depuis 2015. Ça va des TPE aux grands comptes et je suis spécialiste en App Store Optimization, c'est-à-dire référencement d'applications dans les stores et en data analytics. Voilà, donc études de Google Analytics approfondies. Mais je fais encore du SEO. Et ça, c'est moi, sans le béret, bien évidemment. All you need is SEO. Alors, souvent on dit ça, bien que mon cher Pierre et nos amis communs me tapent un peu sur le coin de la figure parce que je fais du référencement et que souvent ils disent ça. Le SEO, c'est de la merde, donc c'est FT qui est web designer, ou alors ils disent le SEO, ça marche pas. Développeur. Voilà. C'est souvent ce que j'entends dans mon métier assez régulièrement. Hein, Pierre? Donc voilà, c'est les deux grandes phrases. Et pourtant, on dit souvent... Alors déjà, c'est un milieu rempli de clichés. Hein. Donc c'est rempli de tricheurs, ça peut bousiller un site, ça met des liens dans le footer. Ça ne travaille jamais en référenceur. Et c'est beaucoup trop incertain parce que ça vient de Google. C'est tout ce que j'entends, ce qui est très vrai. Enfin non, c'est pas vrai. Quoique, il y a certains trucs qui sont vrais. Donc aujourd'hui, on va voir le fonctionnement d'un moteur de recherche, on va voir comment établir sa stratégie de référencement, on va parler des filtres Google, je tourne un peu l'ordinateur, on va parler de la sémantique et de la légitimité autour des mots-clés, donc la légitimité autour de votre thématique, comment on arrive à être légitime auprès de Google sur votre thématique, les facteurs de référencement et ce qu'on appelle la stratégie de backlinks, c'est-à-dire pourquoi et comment faire des liens de sites externes vers notre site. Alors, on va commencer par le fonctionnement d'un moteur de recherche. Qui, dans la salle, peut me dire très exactement comment fonctionne un moteur de recherche? Il y a mes élèves qui font non, ne nous interrogez pas. Qui peut me dire dans la salle exactement comment fonctionne un moteur de recherche? Google, Bing, Yahoo, Quant, etc. Alors, d'ores et déjà, Google, c'est tout en bleu. C'est chez nous. Hein, et qui navigue ailleurs que sur Google? Qui navigue sur Bing? Ah non, pas Bing, non, s'il te plaît, non. Qui navigue sur Yahoo? Qui navigue sur Quant? Qui navigue sur Quant, c'est-à-dire qui navigue sur DuckDuckGo? Voilà, ça c'est bien aussi. DuckDuckGo étant le moteur qui permet, alors rapidement, est un moteur qui permet d'enlever toutes données personnelles, etc. Qui est un très bon moteur d'ailleurs, DuckDuckGo. Donc, en bleu, c'est Google. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, Google, c'est 70%. Et il y a encore Yahoo qui truste un peu de recherche, de requêtes. Donc, Yahoo, aux États-Unis, par exemple, c'est 30% encore. Alors qu'en France, je ne sais pas si certains d'entre vous naviguent encore sur Yahoo. Vous avez le droit, hein, je ne vais pas vous dire. Mais voilà, c'est vraiment Google en grande majorité. Est arrivé un moteur de recherche français qui s'appelle Quant. Qui connaît Quant, le moteur de recherche 100% français? Ok. Donc Quant a été fondé par Eric Léandri, notamment. C'est un moteur de recherche français qui a été lancé en bêta en 2012, puis en 2013 dans sa version finale. C'est un moteur en fait qui permet d'avoir une visualisation de la recherche. Quand vous faites une recherche sur Google, vous allez avoir des résultats de sites. Là sur Quant, vous allez vraiment avoir des résultats d'actualité, des résultats en images, etc. tout de suite devant les yeux. Vous n'avez pas à cliquer par exemple sur Google Images pour avoir une image correspondante à votre requête. C'est en ce sens-là que Quant a essayé d'améliorer l'expérience utilisateur de la recherche. Quant, en fait, si vous voulez, en 2015, c'est 700 millions de requêtes. On est très, 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 très loin de Google, qui est dans des dizaines, et voire des centaines de milliards de requêtes. Mais c'est déjà 700 millions de requêtes. C'est très loin de Google et même très loin de Bing. Ça ambitionne d'être le 3e moteur de recherche français. Et ça a créé Quant Junior, qui a fait beaucoup parler de lui, puisque ça a été adoubé par la ministre de l'Éducation. Quant Junior, qui est en fait un moteur de recherche un peu protégé pour les mineurs. Google l'a lancé aussi, mais en tout cas, ils ont bien tiré leur épingle du jeu, Quant, avec le moteur de recherche destiné aux juniors, on va dire, en fin 2015. Alors, la définition du moteur de recherche, très exactement. C'est une application, on va découper la phrase, hein. C'est une application utilisant des programmes
parcourant automatiquement le web est basé sur un index de pages enregistré par ces programmes dans le but de répondre à une requête d'un internaute grâce à un algorithme de pertinence générant des pages de résultats correspondant aux requêtes. C'est lourd, c'est la bonne définition web comme on l'aime. Alors c'est une application utilisant des programmes parcourant automatiquement le web, ce sont des robots, Googlebot en tête. C'est basé sur un index de pages. Donc en fait, si vous voulez, quand Googlebot va passer sur votre site, on dit qu'il va crawler votre site. D'accord, comme le crawl, comme la neige. Il va crawler votre site, il va enregistrer des pages, et ces pages vont être enregistrées dans un index. Cet index de pages a des milliards et des milliards et des milliards de pages web, d'accord? Et quand vous allez taper une requête sur Google, dans le but de répondre à la requête, il va aller chercher dans ces pages, et il va trouver la plus pertinente à ses yeux. Et tout ça, c'est lié au contenu, c'est lié aux liens entrants, etc. Et c'est ça en fait le référencement. C'est que votre page soit la plus pertinente aux yeux de Google, tout simplement. Vos pages, parlez au pluriel. Aujourd'hui, avec l'évolution des algorithmes, Google répond à une question quasiment comme un humain. Je dis bien quasiment comme un humain, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Google a sorti ce qu'on appelle le Rank Brain. Alors rank pour ranker, pour se positionner, to rank, se positionner. Et Brain parce que Google définitivement a délaissé un petit peu son moteur de recherche pour parler en grande majorité d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que RankBrain va apporter potentiellement des réponses beaucoup plus précises, des réponses quasiment humaines, avec des pages hyper bien optimisées, dirigées avant tout vers l'humain et son parcours utilisateur, son expérience utilisateur. Donc si vous voulez, et en plus Google développe beaucoup le transhumanisme. Je ne sais pas si vous avez vu, alors notamment ils ont racheté la firme, je crois qu'ils l'ont revendu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, la firme Boston Dynamics qui créait des robots, vous savez, quasiment humains, ces robots pour la guerre, etc. Enfin c'est très flippant, d'ailleurs Google est assez flippant au final. Mais voilà, retenez bien ça, retenez bien cette définition de cet index gigantesque de pages enregistrées que Googlebot va aller chercher, va chercher la pertinence dans ces pages pour répondre à une requête d'un internaute. Comment les moteurs parcourent-ils les pages? Les moteurs de recherche utilisent des spiders, des robots, enfin voilà, spider pour l'araignée qui tisse un peu sa toile, qui descend dans les pages, de la page d'accueil aux pages plus profondes. Il va analyser les pages, il va enregistrer les pages, il va constituer un index, une bibliothèque, parlons de manière très simple. Il y a différents noms, il y a Googlebot pour le robot Google, il y a Yahoo Slurp. Alors je sais pas si les ingénieurs de chez Yahoo étaient bourrés le jour où ils se sont dit bon les gars on va mettre Yahoo Slurp, ça va être génial comme nom de robot, vous allez voir. Il y a Bingbot, et parcourir une page c'est crawler, voilà, to crawl, dans le langage de référencement, c'est parcourir une page. L'analyse du crawl, c'est-à-dire l'analyse de la manière dont Google passe sur votre site, est très intéressante et très pertinente dans le cadre d'un audit SEO. Pour la simple et bonne raison que ça va vous montrer à quel rythme Google revient crawler, revient scanner votre page. Donc voilà comment les moteurs de recherche parcourent leur page. Petit exemple, voilà ce que voient les internautes. Ok, vous, moi. Ce que voit Google. Ok, d'accord. Donc voilà, si vous voulez, pas du tout la même chose. On n'est vraiment pas sur la visibilité, sur le design, etc. Malgré tout, je tiens à ajouter un tout petit bémol. Google tente à enregistrer, enfin pas enregistrer, mais comment dire, Google tente à étudier de plus en plus l'expérience utilisateur. Et il se pourrait que d'ici 2020, Google arrive à analyser la manière dont on réagit face à un site, notamment sur mobile. C'est un article qui est sorti il y a quelques jours. Il va pouvoir analyser notre vision, enfin les yeux et la manière dont on bouge les yeux quand on regarde un site, si on fronce des sourcils, si on est heureux, etc. Donc vous voyez qu'on travaille vraiment avec Google sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est résumé assez simplement, bien que, comme je vous le dis, Google tend vers une reconnaissance de l'expérience utilisateur. Voilà ce que voient les internautes, voilà ce que voit Google. Donc bien évidemment, quand on est sur une page, et je vais le dire un peu plus tard, quand on est sur une page, veillez à soigner l'architecture de cette page et veillez à soigner son contenu. Vous voyez les grands titres que vous pouvez mettre dans Word, par exemple, équivalent à des grands titres où vous allez intégrer des mots-clés pour le référencement. C'est ce qu'on appelle les balises H1, les balises H2, etc. Ce sont des titres, en fait, je peux les comparer à des titres de paragraphes sur Word. Vous hiérarchisez votre contenu et vous le rendez aussi pertinent que possible. Alors, on va passer à l'exécution de la requête. C'est simple, Crément Alsace,
tape Crémant Alsace, désolé, hein, en plus c'est l'heure, sincèrement. Crémant Alsace, vous tapez ça, il va aller rechercher dans son index quelle est la page qui lui paraît la plus pertinente pour Crémant Alsace. Et là, pour le coup, il me ressort Wolfberger. Ce qui vous paraît assez logique. Voilà. Non, c'est vrai, ça te paraît pas logique, je sais, mais là je peux pas mettre tous les résultats pour Crémant, ni en amener d'ailleurs, j'aurais dû peut-être. Voilà, donc vous tapez Crémant, il va chercher dans l'index, il va vous ressortir une page de résultats, ce qu'on appelle en anglais une SERP, Search Engine Results Page, et le premier résultat étant, bon là, au moment où je l'ai fait, étant Wolfberger. Voilà typiquement comment fonctionne Google et comment vous fonctionnez vous en tant qu'internaute quand vous faites une requête. Alors, le crawl et le positionnement, en fait, c'est très simple. Il y a un chemin à suivre. Il va aller chercher dans son catalogue d'index, dans son index, pardon, dans sa bibliothèque, donc voir les sites indexés. Il va analyser le contenu, Google. Hop, je vois toutes mes pages, j'analyse tout le contenu des pages. Il analyse les liens entrants. Hop, j'analyse tous les liens entrants, etc. Et il va analyser ce qu'on appelle la pertinence sémantique, c'est-à-dire la pertinence de votre contenu global, de votre thématique, vis-à-vis de la requête qui a été tapée. La sémantique, le contenu, le vocabulaire, je pourrais l'appeler de toutes les manières possibles, c'est le plus important aujourd'hui dans le référencement. C'est la sémantique. Je vais aller au-delà du contenu. La sémantique, c'est quand vous avez 3 pages web, et on va le voir un peu plus tard, vous avez 3 pages web, et que ces pages web se lient entre elles parce que les contenus sont proches, et ça permet de créer une sémantique, une thématique. Voilà. Donc voilà comment il crawl et il positionne ensuite les sites. En tout cas, comment il va aller chercher l'information la plus pertinente au cœur de vos sites internet. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez une visualisation un peu plus claire de la manière dont fonctionne Google et de la manière dont Google crawl votre site? Comment il le scanne? Créer cette fameuse bibliothèque, de pages, ensuite il va rechercher la page la plus pertinente pour la requête en question. C'est bon pour vous? Bon, Ryan, je pense que c'est bon pour toi. Ça va. Voilà, donc le crawl et le positionnement. Comment on fait maintenant pour établir sa stratégie de référencement? Vous savez comment ça marche maintenant. Comment on fait quand on a un client, quand vous travaillez en agence, quand vous êtes in-house, c'est-à-dire que vous êtes chez l'annonceur? Comment on fait pour établir sa stratégie de référencement? C'est assez simple. Si j'avais une chose à vous faire retenir aujourd'hui, c'est que le positionnement d'un site n'est pas une finalité, mais un moyen d'accomplir les objectifs. Ne pensez pas que le jour où vous êtes positionné en premier sur la requête, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est un moyen, le positionnement. Si vous arrivez en premier sur un site, et que votre utilisateur, votre expérience utilisateur, est, excusez-moi du terme, merdique, vous pouvez être premier sur Google, les gens vont partir de votre site. C'est pour ça que moi j'essaie de travailler, en tout cas avec d'autres personnes dans le web à Strasbourg, j'essaie de travailler cette ligne ténue qui est entre le référencement naturel et l'expérience utilisateur. Comment je fais pour avoir un bon référencement naturel et comment je fais quand je suis premier, espérant être premier sur Google, comment je fais pour avoir l'expérience utilisateur la plus claire et simple possible pour arriver rapidement à l'objectif. Je travaille pour information très régulièrement avec une ergonome web. Sur beaucoup de mes contrats, je suis avec une ergonome web. En moyenne, il faut 6 mois à un tout nouveau site pour bien se référencer. Le référencement, c'est un marathon. Si vous faites des AdWords, si vous faites du Google payant, je vais le faire rapidement, si vous achetez des mots-clés pour vous positionner rapidement en première position, c'est un sprint. Mais bien évidemment, quand vous achetez de l'AdWords, l'après-midi même, vous êtes positionné. C'est super, mais vous avez dépensé des sous. Pour petite anecdote, je travaillais beaucoup avec des serruriers Île-de-France, etc. Serrurier, c'est le mot-clé le plus serrurier Île-de-France, c'est le mot-clé le plus cher aujourd'hui sur AdWords. C'est ultra cher. C'est monté, alors aujourd'hui c'est à 30-40 € le clic, ce qui est énorme. En moyenne, le clic est à 0,50 centimes. Là c'était à 40-50 et au plus fort des AdWords, c'était monté à 127 € le clic. Allez tous sur Google AdWords, cliquez, tapez Serrurier Île-de-France, cliquez, vous leur faire perdre des sous. Après, ils vous facturent. C'est pour ça qu'ils vous facturent autant pour un simple truc, une simple radio. C'est parce qu'ils ont 157 € à dépenser par clic. C'est normal, si vous voulez, pour vous l'expliquer plus clairement, quand vous êtes enfermé dehors, vous cherchez sur votre mobile, et le mobile, c'est pas l'écran de l'ordinateur. Donc du coup, il faut être premier à tout prix sur le mobile, et notamment sur Mobile AdWords pour être trouvé. Donc plusieurs objectifs possibles, les ventes de produits, les ventes de services,
l'établissement d'un devis, prise de contact, request for call, donc quand on met notre petit numéro de téléphone et qu'on attend que quelqu'un nous rappelle. Alors, question, qui aujourd'hui, puisque vous êtes là à écouter cette petite conférence sur le référencement, qui aujourd'hui a un site à référencer rapidement, qui possède un site qu'il doit référencer de manière rapide? Est-ce que vous avez, alors parmi les gens qui ont levé le doigt, est-ce que vous avez un site e-commerce ou est-ce que vous avez un site vitrine? Qui a un site e-commerce? D'accord? Qui a un site vitrine, c'est-à-dire qui présente le produit sans qu'il y ait d'achat de... D'accord. Je vais voir un petit peu la proportion. Donc vous voyez, il y a plusieurs objectifs possibles. Et ces objectifs sont atteignables grâce au référencement, bien évidemment, mais surtout grâce à l'expérience utilisateur que vous allez avoir sur le site et la facilité d'accès au tunnel d'achat également. Hein, le tunnel d'achat, il faut bien le penser en amont. On va passer à l'audit. Alors bien évidemment, un audit de site, c'est très important. Hein. L'audit de site, c'est le médecin qui diagnostique la maladie, potentiellement la maladie, mais aussi le bon état de santé global du site. L'audit SEO comprend l'étude du nom de domaine, l'âge, le passif, l'historique SEO, si vous voulez, du nom de domaine. Hein. Vous pourrez le trouver très facilement sur un site qui s'appelle WebArchive. Ça, hein, c'est webarchive.org, WEB archive tout attaché.org. Plus un nom de domaine est âgé, plus il a eu un historique de référencement, plus il a de chances d'être bien référencé. Voilà, très simplement. L'audit technique, on va bien évidemment étudier le crawl, donc la fréquence de crawl de Google, combien de fois il revient sur votre site. La web performance. Alors la web performance est très 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 importante. La web performance, c'est la vitesse à laquelle se charge un site internet, avec son temps de chargement, le temps de chargement des images, etc. Je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Je m'occupe de 2 sites sur du matériel pour dentistes. Les 2 sites vendent presque les mêmes produits. C'est pas le même contenu parce que le contenu dupliqué est très très grave en référencement, est un frein majeur au référencement. Mais en tout cas, c'est la même thématique. Eh bien, ils vendent des fraises et des polissoirs, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Bon, les fraises, j'ai pas envie de vous rappeler des mauvais souvenirs, mais ils vendent des fraises et des polissoirs. Le site qui est plus rapide à charger se positionne avec 20% de mots-clés en plus, en première page de Google. La web performance aujourd'hui est extrêmement importante dans la manière dont va se positionner votre site internet. Donc, essayez de faire des sites fluides qui se chargent rapidement. Voilà, avec plein de... Alors, je vais pas dévoiler là, toutes les techniques pour charger rapidement un site parce que c'est un peu plus technique, mais en tout cas, pensez à la web performance. On va étudier les mots-clés positionnés à l'instant T. On va étudier le maillage interne, c'est-à-dire comment les pages se maillent entre elles. Et on va étudier, bien évidemment, le contenu. Et on va surtout étudier s'il n'y a pas du contenu dupliqué. Pour voir s'il y a un contenu dupliqué sur un autre site, c'est-à-dire du contenu qui a été copié-collé, vous prenez la première phrase de votre site, si vous avez du contenu sur votre page d'accueil, vous la mettez entre guillemets dans le champ de recherche de Google, et si pour cette phrase, un autre site, parce que là vous la mettez entre guillemets, c'est de l'expression exacte, si pour cette phrase, un autre site arrive devant vous, ça veut dire que vous n'êtes plus d'autorité auprès de Google pour cette phrase-là. Ça veut dire que vous n'êtes plus d'autorité pour Google pour le contenu. Ça veut dire que vous allez être pénalisé dans les semaines à venir. Voilà, tout simplement. Alors, on parle désormais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un mot-clé aujourd'hui? Alors là, les mots-clés, c'est l'alpha et l'oméga du référencement, j'allais dire. Qu'est-ce qu'un mot-clé aujourd'hui? Alors maintenant, on parle même plus de mots-clés, on parle d'expressions clés. Puisque vous avez des expressions à 2 mots. Ce sont des... Alors, on dit même dans le milieu du référencement maintenant des n-grammes. Alors, j'aime pas ce mot-là. Vous avez 2 mots. Alors, les 2 mots, c'est les mots-clés les plus généralistes. Hôtel Paris, c'est hyper généraliste. Bon, essayez pas de vous référencer là-dessus parce que c'est mort. Hein, c'est une concurrence horrible avec Booking, etc. Bref. Et puis, vous avez des expressions clés qui sont avec beaucoup de mots, avec 8-9 mots. Chaussures, femme, Nike, rouge, taille 38. Une longue expression clé. Et si donc vous tapez chaussures Nike, femme, rouge, taille 38, il ne faut pas que vous tombiez sur la page d'accueil de votre site. Il faut que vous tombiez sur la page où il y a les chaussures pour femmes, rouge, Nike, taille 38. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que plus on descend dans le site, plus ça va aller en entonnoir dans la précision de vos mots-clés. Et donc les mots-clés les plus généralistes doivent vous faire atterrir sur votre page d'accueil. Les mots-clés les plus précis doivent vous faire atterrir sur les pages les plus profondes. Et donc qui correspondent exactement à la requête qui a été tapée par les internautes. Typiquement, Hôtel Paris, normalement, ça doit vous faire tomber sur une page d'accueil où il y a tous les hôtels à Paris.
Voilà, parce que c'est un mot-clé généraliste. Le mot-clé aujourd'hui, l'expression clé, donc aujourd'hui, est générateur de trafic ciblé, c'est-à-dire que pour Hôtel Paris, il y a une énorme volumétrie, mais vous n'allez pas forcément faire des réservations, alors que Hôtel Spa Paris 8e arrondissement, si vous tombez bien pour cette requête-là, si vous tombez dans les premières positions, et il y a plus de chances que vous fassiez des réservations, parce que la personne a cherché exactement Hôtel Spa à Paris dans le 8e arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est générateur de trafic ciblé, mais les mots-clés à très fort volume de recherche vont vous amener du trafic qui est très très vaste, donc potentiellement pas du tout générateur de réservation. Alors que la personne qui tape Hôtel Paris 8 Spa et je sais pas, piscine intérieure, etc., il va tomber sur un hôtel qui a travaillé les mots-clés Hôtel Spa Paris 8 parce qu'il a un spa dans son hôtel. Et donc vous allez potentiellement avoir beaucoup plus de réservations, un taux de conversion plus élevé. Alors, il est intentionnel, transactionnel ou navigationnel. Déjà, c'est l'intention qui compte. Hein. Quand on tape un mot-clé, c'est intentionnel, hein, on a tapé. Et il est étudié et évalué. L'outil suprême pour étudier la pertinence d'un mot-clé, avant c'était Google Planificateur de mots-clés, mais c'est fini. C'est Youda Insight. Y-O-O-D-A I-N-S-I-G-H-T. Youda Insight. C'est l'outil que vous devez avoir aujourd'hui pour étudier les mots-clés, pour étudier la concurrence sur vos thématiques, pour étudier la concurrence sur vos mots-clés, etc. Alors c'est un outil payant, même s'il y a une partie, enfin c'est un outil freemium plutôt, il y a une partie free, il y a une partie payante, mais je vous jure, vous aurez un retour sur investissement. Et je travaille pas pour eux, j'ai aucune part dans cette société, mais depuis que je l'ai pris par rapport à Google Planificateur de mots-clés, ça a changé ma vie. Bon, ça fait un peu slim fast, etc. Donc, j'ai fait un régime, c'était génial. Mais bon, non, très sincèrement, ça change la vie du référenceur de trouver les mots-clés au bon endroit pour la bonne thématique. Il y a vraiment des options géniales. Donc voilà, l'outil pour étudier et évaluer vos mots-clés aujourd'hui, c'est Youda Insight. Alors, le choix doit se faire pour les mots-clés. Alors, j'ai mis 3 critères, mais en fait, il y en a 4, j'en ai rajouté un après. La pertinence avec votre contenu, bien évidemment. Si vous êtes un boucher charcutier, vous n'allez pas parler de chaussures, à part si vous faites trop cuire votre viande. Ok? Très sincèrement, premier bit de la journée. Alors non, mais très sincèrement, pertinence avec le contenu, c'est obligatoire. Le contenu que vous allez travailler, il faut travailler les mots-clés avec. Enfin, il faut que vos mots-clés soient en pertinence complète avec votre contenu. Il faut qu'il y ait un volume de recherche fort, mais pas trop fort, parce que sinon vous allez noyer l'internaute et vous allez avoir un taux de rebond énorme. En fait, il faut que vous trouviez l'adéquation entre un volume de recherche élevé et une concurrence faible et une pertinence la plus proche possible avec votre contenu. Oui, un volume de recherche, c'est combien de fois les internautes recherchent le mot-clé par mois, tout simplement. Combien de fois ils tapent la requête dans Google par mois. Ah non, vous n'êtes pas maître, mais en fait c'est ou Google ou l'outil que je vous ai donné, Youda, qui ressort toutes les données, qui va vous dire, par exemple, Hôtel Paris est recherché 2 millions de fois par mois, etc. Mais effectivement, c'est une bonne question par rapport aux données qui nous sont données par Youda ou par Google, etc. La concurrence naturelle. Alors, petite astuce que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de la répéter. Ça, c'est le côté référenceur qui ressort, je suis désolé. Pour trouver la vraie concurrence d'un site sur Internet, sur Google, pardon, c'est très simple. Souvent, on tape une requête Hôtel Paris, pour ceux qui ont des ordinateurs, vous tapez Hôtel Paris, vous avez une concurrence, vous avez un nombre de résultats faramineux. Sauf que l'élément le plus important, et on le verra un petit peu après, l'élément le plus important aujourd'hui pour le référencement, c'est la balise title, c'est le titre de votre page. D'accord ? C'est dans cette balise title que vous allez mettre vos top mots-clés. Et en fait, on ne va pas chercher de manière hyper grande, hyper vaste. On va restreindre la recherche et quand vous allez taper votre requête, par exemple Hôtel Paris, vous allez écrire juste avant ça. All in title, ici là, vous allez taper dans le champ de recherche Google All in title, 2 points, ces 2 points vous les attachez au All in title et vous allez chercher votre requête Hôtel Paris entre guillemets. Et vous le collez aussi aux 2 points, hein, le guillemet, vous le collez aux 2 points, Hôtel Paris, et vous fermez les guillemets. Cette technique va vous permettre de gagner du temps parce qu'elle vous fait ressortir uniquement les pages dont le titre contient le mot-clé. Ça veut dire, c'est la vraie concurrence naturelle. Ce sont vraiment les sites qui savent que pour bien se référencer, il faut mettre le mot-clé dans le titre.
Et donc, ça va vous permettre de gagner du temps sur votre audit et sur vos recherches de mots-clés surtout. Ça va vous permettre de voir qui sont vraiment les concurrents sur cette requête-là. Et si sur cette requête, vous avez, sur cette commande Google, vous avez plus de 5000 résultats, si vous tapez par exemple all in title, hôtel, centre Toulouse, et que quand vous tapez la requête et que Google fait la recherche, il ressort plus de 5000 résultats, alors ce mot-clé clairement sera inatteignable en référencement naturel. Parce que la concurrence est bien trop forte. Parce que vous avez 5000 sites derrière vous qui ont mis le title hôtel, centre Toulouse, et si vous venez de sortir un site et que vous voulez vous référencer là-dessus, vous n'arriverez pas. Alors potentiellement, mettez une petite fonctionnalité qu'il y a dans votre hôtel, un petit critère. Hôtel, petit déjeuner gratuit, centre Toulouse. Là, les résultats, la concurrence sera moins forte. Et donc, vous arriverez mieux à vous positionner. C'est ça, en fait. C'est que plus de 5000 résultats en commande all in title, là, ça sert à rien de travailler dans le title. C'est inutile. Ça va vous faire gagner du temps aussi. Et bien sûr, le quatrième critère que j'ai rajouté, c'est en fonction de votre arborescence. Bien évidemment, en fonction de votre arborescence, vous allez travailler vos mots-clés. Dans la page d'accueil, dans les pages profondes. Par exemple, vous avez une catégorie chaussures femmes, vous allez travailler les mots-clés attenant aux chaussures femmes. Si à l'intérieur, vous avez, je sais pas, la marque Repetto, si vous vendez, si vous êtes revendeur de la marque Repetto, vous allez mettre chaussures femmes Repetto, etc. Donc, en fonction de l'arborescence que vous avez créée, vous allez mettre certains mots-clés à certains endroits. Oui. Est-ce qu'on peut mettre les mots-clés de la page de la marque titre dans les pages secondaires? Alors non, parce que dans la page d'accueil, c'est une très bonne question. Dans la page d'accueil, vous mettez les mots-clés les plus génériques. Ne les répétez pas dans les pages suivantes, mais élargissez la sémantique. Élargir la sémantique, ça veut dire que vous mettez un mot-clé généraliste dans la page d'accueil et vous travaillez sa sémantique, mais avec des synonymes, etc. Plus vous allez dans les pages profondes, en fait. Les mots-clés génériques dans la page d'accueil, les mots-clés plus précis dans les pages profondes. Oui. Pour revenir sur les Créments d'Alsace. Oui. C'est qui maintenant le premier? En all-in title, Créments, ouais. C'est Arthur Metz. Ouais. Mais en normal, c'est Wolfberger. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wolfberger a changé son title, tout simplement. T'as mis Créments d'Alsace, all in title, Créments d'Alsace. Ah, juste Créments. Est-ce que ça veut dire que Wolfberger n'a peut-être pas mis Créments ou l'a mis après les fameux 70 caractères? J'espère qu'ils n'ont pas enlevé Créments, parce que alors là, sinon il y a un bug d'indexation. Il y a un gros bug d'indexation. Pareil, Arthur Metz. Eh ben Arthur Metz, personne n'est référenceur d'Arthur Metz? Bah c'est bon. C'est toi? Bravo, t'as bien écouté les cours, c'est bien. Très fier. La fonction pyramidale de l'optimisation SEO. C'est très simple. L'optimisation d'un site pour son référencement, c'est pyramidal. D'abord, vous devez faire la structure exactement comme il l'a fait. Vous devez d'abord faire la structure du référencement, le titre de la page, les fameux balises à champ. Vous savez, ces titres que vous avez vus dans ce que voit Google, ces titres de paragraphes. Travaillez vos URL. Je vous en supplie, travaillez vos URL. J'en peux plus de voir des URL avec un point d'interrogation égal paramètre et tout. Je pourrais vous fusiller pour ça, hein, vraiment. Mais je suis gentil aujourd'hui. Non, mais clairement, travaillez vos URL. Il faut que vos URL soient propres. Quand je dis qu'une URL doit être propre, c'est nomdomaine.com / la catégorie / sous-catégorie / produit. Ne me faites pas des URL n'importe comment. Structure du référencement, c'est les fondamentaux. C'est la base de la maison. On fixe les fondations. Ensuite, on va travailler la technique et la web performance. Mon site se charge-t-il assez vite? Est-ce que la technique marche bien? Est-ce que son socle applicatif, son support, typiquement si vous faites votre site sur WordPress, etc. Est-ce que tout est OK quand je sors mon site? Est-ce qu'il n'y a pas de bug de 404, etc. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Le troisième étage, c'est le maillage interne. Est-ce que mes pages, aux thématiques proches, sont liées de manière pertinente? Je vais vous montrer un exemple précis après. Est-ce que les pages, par exemple, j'ai une page isolation garage, isolation du toit, ok? Toit et garage, c'est pas la même chose. Par contre, isolation, c'est la même chose. Donc, du coup, il faut que ces deux pages soient liées entre elles, typiquement. Prenons par exemple les décorations de Noël. Ben, dans les décorations de Noël, c'est ma page catégorie. Et à l'intérieur, j'ai des guirlandes électriques et j'ai des guirlandes LED, par exemple. Ben, LED électrique bien consommatrice d'énergie, et LED moins consommatrice d'énergie. Donc du coup, guirlande va être le mot lien entre les guirlandes électriques et les guirlandes LED. Vous voyez, c'est ça le maillage interne.
c'est que vous devez lier des pages qui ont des thématiques proches. Je vais vous montrer un schéma après pour vous expliquer ce que c'est. Et en dernier, sommet de la pyramide, c'est le netlinking. Comment recevoir de super bons liens de sites externes vers mon site. Le jour où vous avez un article sur le Figaro et que le Figaro ne vous met pas d'URL vers votre site, vous allez voir le Figaro de ma part et vous les tapez. D'accord ? Parce qu'il faut toujours, le netlinking, c'est l'art de faire des liens depuis des sites externes vers notre site. D'accord ? Alors bien évidemment, il y a des annuaires thématisés où vous pouvez poster votre site, etc. Mais très sincèrement, aujourd'hui en référencement, on ne fait il faut faire que de la RP, que de la relation publique. Il faut que vous alliez chercher, vous alliez à la pêche aux liens, il faut créer des partenariats. Si vous avez un site, je vais m'occuper d'un site, le site de dentiste, etc. Il y a des blogs qui sont en train de se monter, il y a des blogs qui sont en train de se monter de dentistes qui sont encore en études et qui parlent des matériaux, etc. Et du matériel, etc. Typiquement, ces blogueurs prescripteurs, il faut aller les chercher pour qu'ils fassent un article avec un lien vers votre site. Faire du lien sur votre site, c'est avant tout faire de la RP. Très clairement. Les journalistes, si vous faites du référencement et que vous voulez faire du netlinking, ayez une base de données de journalistes que vous connaissez. Des journalistes web qui vont potentiellement faire des liens vers votre site. Donc voilà exactement la manière dont aujourd'hui vous devez faire de l'optimisation de référencement sur votre site. C'est comme ça. Et vous suivez ce process-là et vous aurez des résultats. Bon, après, je suis pas Google. Oui. Juste une question par rapport Oui. à LinkedIn. Oui. Est-ce que les comparateurs, je me suis parlé de comparateurs le guide, Nextech, Shopzilla et compagnie, est-ce que ça a un impact? Ça a un impact en termes de puissance de référencement, puisque Shopzilla, tous ces comparateurs de prix t'envoient une puissance de référencement à travers ce lien qui est quand même assez importante. Malgré tout, c'est une bonne question sur les comparateurs de prix. Il faut faire attention aux comparateurs parce que souvent ils arrivent devant vous sur les requêtes. Donc faites attention, faites plutôt des liens avec vraiment du média de contenu, si vous voulez. Les comparateurs de prix, bien qu'ils vous envoient une puissance de référencement à travers vos liens qui est énorme, souvent ils arrivent devant vous sur les requêtes, donc vous donnez un peu du grain à moudre en fait, si vous voulez. Voilà. Oui. Le netlinking à partir de Facebook, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, ce que Google commence à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la résonance sociale. Commence, c'est vraiment minuscule dans l'algorithme. En fait, la résonance sociale, c'est simplement cette galaxie de réseaux sociaux que vous avez autour de votre site crée une résonance sociale. La résonance sociale, elle vient de l'engagement des utilisateurs. C'est pas parce que vous créez 50 comptes sur LinkedIn ou sur Viadeo que vous aurez forcément un meilleur référencement. Par contre, si vous avez de l'engagement sur ces réseaux sociaux, Google tente à commencer à le comprendre. Il faut encore c'est de l'empirisme, il faut encore qu'on fasse des études. Bon, par contre, n'allez pas sur Google+, s'il vous plaît. C'est pas tout ça, mais Google+, vous savez, c'est comme dans les westerns où il y a la boule de suie, de poussière qui tourne dans le désert, c'est pareil. Voilà, Google+, c'est ça. Et pourtant, ça envoie énormément de jus de référencement, Google+. Mais je sais pas, ils ont lancé ça de manière... Oui, Brian. Du coup, si on met des articles sur notre page Facebook qui vont vers notre site, ça impacte pas le référencement. Zéro. Mais si maintenant, c'est un article qui cartonne du jeu de Dieu et qu'il y a plein de gens qui le partagent, du coup, il y aura des liens sur leur propre page Facebook qui vont vers nous. Et ça, c'est exactement la résonance sociale. C'est vrai, là, d'accord. Voilà, c'est exactement ça la résonance sociale, mais c'est minuscule dans l'algorithme aujourd'hui. D'accord. Bien que ça rentre dans cette espèce de bataille de Google pour l'expérience utilisateur, pour l'engagement, pour voilà, tout ça. Et donc cette réflexion, elle est valable à tous les réseaux sociaux? Oui, absolument. Et surtout pour la galaxie de réseaux sociaux que tu as autour de ton site, évidemment. Donc voilà pour l'optimisation de référencement. Les filtres Google. Alors vous savez que chez Google, on adore les animaux. Mais alors, on adore ça. À tel point qu'on a créé 2 filtres, panda et pingouin. Pareil, la drogue c'est mal. Donc Panda est un algorithme qui agit sur le contenu, qui va toucher l'ensemble de votre site et qui est en place depuis 2011. En gros, si vous avez du contenu, l'exemple que je vous donnais du contenu dupliqué, si vous avez du contenu dupliqué sur un autre site, si vous avez du contenu dupliqué en interne, si vous avez du mauvais contenu, si vous avez énormément de fautes d'orthographe, etc., boum, pénalisé. Le site dégagé. Il y a des sites qui ont été désindexés. Bon, quand vous êtes désindexé, prenez un Kleenex, pleurez et puis rachetez un nom de domaine. Je le dis.
C'est malheureusement, non mais pour rebondir sur ça, c'est malheureusement le problème de Google. C'est-à-dire que nous, on est David et Google, c'est Goliath. C'est tout le problème, pour ceux qui travaillent en agence ici, c'est tout le problème de cette espèce de guerre psychologique qu'on a avec Google. Et les clients qui reviennent vers nous disent souvent « Ah, ça fait 2 mois que tu travailles là-dessus, je suis pas premier sur la requête, etc. » Non, parce qu'il faut attendre que Google fasse un refresh de son algorithme qui relance un peu l'algorithme et que cet algorithme vous donne des bons points sur vos sites pour que vous soyez bien positionnés. C'est pour ça que le référencement naturel, ça met 6 mois pour avoir des résultats pérennes. Pas moins. À part si vous faites du black hat. Alors je parlerai pas du black hat aujourd'hui, c'est des techniques que j'utilise pas plus, sauf sur mes sites. Et en fait, le black hat, si vous voulez, c'est des techniques pour gruger Google. Qu'on a utilisé les référenceurs pendant des années. J'en ai d'ailleurs parlé, Brian, dans mes cours, il me semble. Mais voilà, donc du coup, si vous voulez, le vrai bon référencement naturel, qu'on appelle le white hat, les chapeaux blancs, c'est vraiment quelque chose qui arrive au bout de 6 mois. Et quand vous êtes bien positionné au bout de 6 mois et que vous continuez à mettre du vrai bon contenu, vous pouvez très aisément voir que le référencement va être pérenne. Vous allez rester premier sur la requête. Donc l'Update Panda, c'est un filtre de l'algorithme qui dit que, il y a des fois, Google, il met son filtre de l'algorithme, il dit « Vas-y Panda, va dégager tous les sites qui ne me plaisent pas ». Et du coup, il agit sur tous les contenus de tous les sites mondiaux. Pingouin, c'est l'update qui agit sur les liens. Si vous avez des liens pourris qui viennent de sites pourris qui arrivent sur votre site, très sincèrement, vous allez être pénalisé. Alors, très souvent, ça peut toucher juste une page, puisque souvent, on fait des liens vers une seule page, et très souvent la page d'accueil, d'ailleurs. Ça touche une page, ça peut toucher soit le site complet, si vous avez réussi à faire des liens depuis plusieurs sites vers plusieurs pages de votre site. Donc, l'update pingouin, le filtre pingouin, il va toucher donc tous les liens pourris qui arrivent sur votre site, d'accord ? Et il va potentiellement désindexer ou blacklister ou dépositionner une page de votre site ou tout le site complet. Sachez qu'il y a 3 ans, quand je travaillais encore dans une agence qui s'occupait du référencement de quasiment tous les restaurants et les hôtels en France, on avait un site dont le trafic arrivait à 98,7% de Google. Le site a été pénalisé. Il a perdu 1 million d'euros en 1 mois. Voilà. Vive Google. L'objectif majeur, c'est ne pas se faire repérer par ces filtres. Si vous êtes pénalisé, il faut bien vérifier. Si vous êtes pénalisé, si vous voyez sur Google Analytics, ça va être très simple. Google Analytics, vous arrivez dessus, vous mettez je veux voir le trafic, vous mettez un petit segment, les visites qui viennent du référencement. Si votre courbe fait ça, vous avez été pénalisé. Si votre courbe descend progressivement, c'est pas forcément une pénalité. Par contre, si votre courbe du jour au lendemain fait ça, se casse la gueule clairement, là, vous devez regarder si vous vous êtes pas fait pénaliser. Alors, il faut bien vérifier qu'il s'agit de panda ou de pingouin. S'il s'agit de panda, qui agit sur le contenu, vous prenez la première phrase de votre site, vous la mettez en expression exacte sur Google et vous regardez s'il n'y a pas un site qui arrive devant vous pour cette phrase. Soit, potentiellement, les ingénieurs de chez Google, parce que ce ne sont pas que des robots, ils vous ont pénalisé manuellement le site. Ils vous ont pénalisé manuellement. Ils vous ont dit salut, ils vous envoient un petit message sur Google Webmaster Tools. Alors Google Webmaster Tools, c'est un outil de Google qui vous permet, c'est comme un laboratoire qui vous donne exactement le diagnostic de votre site en temps réel, qui s'appelle Google Search Console maintenant, mais vous pouvez le trouver toujours sous Google Webmaster Tools. Et bien des fois, les ingénieurs de chez Google, des vrais humains, comme vous et moi, ils vous envoient un message, ils vous disent « Hey, salut, je t'ai pénalisé ton site, c'est de la merde. » Bon, ils vous le disent pas comme ça, parce que sinon... Mais ils peuvent pénaliser manuellement. Mais si vous êtes pénalisé manuellement, vous le savez, vous recevez un mail, c'est sûr. Pour vérifier si ce n'est pas Pingouin, qui agit sur vos liens pourris, vous allez installer l'outil, enfin vous allez prendre un abonnement, je suis désolé, c'est encore payant. Vous allez prendre un abonnement à l'outil qui s'appelle ou Majestic ou Ahref, celui-ci là. D'accord ? Ça permet de monitorer les liens. Ça permet de les monitorer, de voir quels sont les liens qui sont arrivés sur votre site. Il y a 1 an maintenant, je travaillais sur un site, je peux le dire, je m'autorise, qui s'appelle legalstart.fr, qui est un site qui vous permet une aide à la création d'entreprise. Une nuit, ils ont reçu 50 000 liens. C'est un concurrent qui a voulu les faire tomber.
ce qu'on appelle le negative SEO. C'est-à-dire qu'on fait exprès de balancer des liens dégueulasses d'un concurrent vers un autre pour le faire tomber. Et ben ils sont tombés. Résultat, ils sont tombés, on est arrivé à sortir de la pénalité, mais je l'ai remarqué grâce à Majestic et à Shref qui m'ont dit « Ah, t'as eu 50 000 liens dans la nuit !» Ah, ça fait beaucoup quand même. Et du coup, voilà, c'est indispensable de monitorer vos liens. C'est indispensable. Si un jour vous avez une attaque ou si un jour un concurrent vous balance 50 000 liens dans la tête, vous allez être blacklisté et surtout, enfin vous allez être déjà dépositionné puis désindexé, potentiellement blacklisté par Google et surtout, retenez bien ça, Google se souvient toujours de tout. Quand votre nom de domaine est pénalisé et que vous avez reçu 50 000 liens, bah votre nom de domaine il est déjà estampillé à pénaliser. Même si vous sortez d'une pénalité. D'accord ? C'est sûr. C'est sûr de sûr. En fait, si vous voulez, quand vous recevez une pénalité de Google, Pingouin ou Panda, et même si vous sortez de la pénalité, que vous changez le contenu ou que vous supprimez les liens qui sont pas bons, Google se souvient qu'il vous a mis une pénalité, donc vous êtes un nom de domaine à risque. Vous êtes un site à risque. Voilà. Et donc vous devez racheter un nom de domaine, migrer votre site, etc. Dans les cas extrêmes. D'accord ? Pour les Gastart, on est sorti de la pénalité. On a retrouvé un trafic SEO qui est supérieur à celui de l'année dernière. Mais je sais qu'à la première incartade ou au premier concurrent qui copie-colle notre contenu, etc., on va se faire dégager. Parce que Google a la mémoire. Il a une mémoire tampon de la pénalité qu'il a mis sur votre site. Je sais, c'est effrayant le référencement. Je suis désolé. Donc vous devez voir sur Analytics si vous avez une forte baisse du trafic organique. Voilà pour les merveilleux filtres Google. Oui, Pierre. Parce que j'allais dire, je vais distribuer du Prozac à tout le monde maintenant. Oui, je t'écoute. Justement, dans le cas où il y a beaucoup de liens de mauvaise qualité, oui. qui viennent d'un site sur lequel on n'a pas la main, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que les gens... Excellente question. Merci Pierre d'avoir posé. 1. Vous pouvez demander dans Google Search Console, Google Webmaster Tools, le désaveu des liens ou le désaveu de tout le domaine qui vous a envoyé des liens. D'accord ? En fait, vous mettez dans un petit document texte, ce site a fait des liens vers chez moi, il y a 50 000 liens, vous le savez grâce aux outils. Je souhaite que tous les liens venant de ce domaine soient désavoués. Vous envoyez ça à Google et vous le désavouez normalement dans les 3-4 semaines qui suivent. Si ce n'est pas désavoué dans les 3-4 semaines qui suivent, donc ça s'appelle l'outil de désaveu de lien. C'est dans Google Webmaster Tools, vous tapez outil de désaveu de lien dans Google, vous avez directement le premier résultat. Heureusement, c'est Google quand même, c'est très con. Par contre, si le désaveu prend trop de temps, et si ça continue, action juridique. Mais vous réfléchissez même pas. Action juridique. C'est ce qu'on a fait en plus les Gastart, ils avaient des avocats à portée de main. Action juridique. Vous contactez le webmaster. Merci monsieur de m'envoyer la liste des logs LOGS. Alors la liste des logs, c'est qui est venu se connecter à notre site, etc. Pour voir s'il y a une adresse IP qui revient très souvent. Et si l'adresse IP revient très souvent, ça veut dire que c'est cette adresse IP qui a dû envoyer tous les liens. Vous demandez au webmaster du site incriminé une liste des logs. Et si vous la refuse, vous faites une action juridique. Mais c'est clair et net. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser passer des actions de négative SEO de concurrents vers nous. Et il y a des thématiques où c'est vraiment la guerre, notamment la thématique des pneus. Non mais réellement, la première page des pneus, ou alors une autre thématique, pour ceux qui ont l'ordinateur, là, on va faire un petit exercice. Tapez Louboutin pas cher, s'il vous plaît, dans Google. Tapez Louboutin pas cher sur Google, pour ceux qui ont le Wi-Fi d'ailleurs. Qui a le Wi-Fi, qui est en 4G. Pour ceux qui sont en 4G, allez sur Google Mobile, tapez Louboutin pas cher. Et quand vous avez la page de résultats qui arrive, regardez les URL des sites, qu'on rigole un peu. Vas-y, dis. Rigonzfashion.co.nz. Ouais. christianlouboutin.com, stopfake. Ah ouais, ça c'est le vrai site de Christian Louboutin qui met en garde les gens qui tapent Louboutin pas cher des sites de contrefaçon. En fait, c'est très simple. Vous avez ce qu'on appelle des noms de domaine expirés. Quand votre nom de domaine est expiré, eh ben, il y a des mafieux, mais c'est vraiment une mafia de la contrefaçon réellement sur Google, qui rachètent les noms de domaine et qui... oui, Pierre ? Dans un mot, il y a votre secrétariat téléphonique. Ouais. Exactement, il y a même Waterpolo Créteil, je crois, un truc comme ça. Waterpolo Créteil, évidemment, le boutin, thématique proche, vous êtes d'accord. Donc voilà, faites très attention à ça. Très attention à ça. Regardez toujours dans les outils que je vous ai donnés
le nom de domaine du site qui vous envoie les liens. Parce que souvent, quand vous avez X, Y, Z à la fin, si vous avez par exemple Volleyball Créteil qui vous envoie des liens sur votre site de montre, vous êtes sûr que, bon, à part si toute l'équipe a acheté des montres chez vous, mais voilà, faites toujours très attention à ça. Voilà pour les filtres Google. On va parler maintenant de sémantique et de la légitimité de votre thématique auprès de Google, l'autorité que vous allez en avoir, qui va en découler, pardon. Être légitime en SEO, c'est gagner en autorité grâce au contenu sur lequel vous êtes expert. C'est exactement ce que tu as réussi à faire avec Arthur Metz. Expert sur le crément, l'expertise du contenu sur le crément. Il faut étudier le taux de rebond moteur. Alors ça, le taux de rebond moteur, vous le retrouverez dans Google Webmaster Tools. C'est, en fait, si vous voulez, le taux de rebond moteur, vous avez le taux de rebond. Qui sait ce que c'est le taux de rebond? Alors, pour les autres, le taux de rebond, vous pensez à une balle. C'est quand un internaute arrive sur votre site et qu'il en repart tout de suite. Hein, hop, rebond. Le taux de rebond moteur, c'est quand un moteur arrive sur votre site et qu'il en repart tout de suite. Parce qu'il trouve que vous n'avez pas d'autorité, pas de légitimité, et que votre contenu est dégueulasse. Très clairement, parlons clairement. Le taux de rebond moteur, c'est quand Google arrive sur votre site et qu'il en repart tout de suite. Parce qu'il a estimé que votre site, bah non, hein, t'as pas bien optimisé la structure du référencement, t'as pas optimisé le contenu. Certes, tu es dans la thématique d'un tour opérateur, tu es dans la thématique des voyages, mais tu n'as pas assez de contenu sur ta page d'accueil, tu n'as pas assez de contenu dans les pages de catégorie, par exemple l'Asie, l'Europe, etc. Et bien il repart. Voilà. Le taux de rebond moteur, c'est quand le moteur arrive sur votre site et qu'il en repart. Parce qu'il a estimé que vous n'êtes pas légitime sur la thématique. Visez les bons mots-clés. Être légitime en SEO, c'est viser les bons mots-clés. Choisissez 5 top keywords. Vous avez un site sur la thématique de la création d'entreprise en ligne. Vous choisissez les 5 mots-clés les plus pertinents à vos yeux. Vous étudiez leur volumétrie. Vous étudiez la concurrence naturelle comme je vous l'ai mis avant. Et vous vous dites, ok, c'est bon, je suis à peu près bon. Ou alors peut-être que la volumétrie est trop faible pour vous. Alors vous cherchez un synonyme, ou vous cherchez un autre mot, un substantif, etc. Travailler la sémantique élargie. Alors la sémantique élargie, typiquement dans le cadre de mon site sur la création d'entreprise en ligne, on va travailler le mot-clé créer une SARL. Sémantique élargie, comment créer une SARL en ligne. On élargit la sémantique. Là, on avait créé sa SARL. Là, on a comment créer sa SARL en ligne. Comment créer son entreprise en ligne. Aide pour la création d'entreprise en ligne. Vous voyez que j'élargis la sémantique au fur et à mesure que je vous parle. Donc pour être légitime en SEO, c'est du contenu avant tout. Et ce contenu-là, il doit comprendre des mots-clés génériques, de la sémantique élargie, potentiellement des questions, puisque vous savez que de plus en plus d'internautes tapent des questions dans le moteur de recherche Google. Donc voilà, c'est vraiment travailler votre contenu. Et vous devez optimiser une page pour une thématique. Ne mettez pas 50 thématiques par page. Quand sur le site de la création d'entreprise, on parle de la SARL, on parle de la SARL. On peut faire quelques liens vers le URL, etc., puisque ça va créer le maillage interne. D'accord ? Mais sur une page de SARL, de création de SARL, vous parlez de la SARL. Sur une page qui parle d'une SCI, vous parlez de la SCI. Vous pouvez faire des ponts entre les pages, mais vous parlez uniquement dans votre contenu de la SCI. Voilà comment on fait pour gagner de la légitimité auprès de Google. Et le jour où vous gagnez en autorité, en légitimité auprès de Google, c'est gagné, je vous le dis. Parce que vous allez être référencé de manière pérenne. Alors, voilà, la sémantique, c'est l'art d'écrire autour de vos mots-clés un contexte thématique. Merci de retenir cette phrase qui est pour Google la plus importante aujourd'hui. La sémantique, c'est l'art d'écrire. La sémantique dans le référencement, on ne va pas parler de la sémantique de Roland Barthes, etc. Machin. La sémantique, c'est l'art d'écrire autour de vos mots-clés un contexte thématique. Et c'est également l'art de faire des liens entre des pages qui ont une thématique proche. Parce que leurs sémantiques se ressemblent. Typiquement, sur un site, vous avez, alors oubliez la page d'accueil, on est déjà sur la page catégorie ici, et vous avez des pages de sous-catégories. En fait, c'est simple, le référencement. C'est comme des parents, des enfants. Les parents s'occupent bien de leurs enfants, et les enfants essaient d'être respectueux de leurs parents. Autant que faire se peut. La page mère va faire des liens sur les pages filles. Et les pages filles vont faire, parce que c'est des sœurs, les pages filles vont faire des liens entre elles. Parce qu'on est sur un contexte, sur une thématique qui est proche. Et je vais vous le montrer avec l'exemple suivant. Ma catégorie, c'est statut entreprise. Vous avez la SARL, la SAS et le URL.
chaque page est thématique, donc cette page-là parlera de l'URL, celle-là de la SAS, celle-là de la SARL, mais on peut faire des liens entre les pages parce qu'on parle de création d'entreprise. Pardon, excusez-moi. Si vous faites ça sur votre site, aujourd'hui les sites ça s'appelle faire un cocon sémantique. Ça s'appelle faire un cocon sémantique. On crée un cocon de la sémantique du statut de l'entreprise. Voilà. Et si vous voulez, aujourd'hui, les sites qui ont un excellent cocon sémantique, et je parle notamment des sites e-commerce, etc., qui ont des catégories bien déterminées, des sous-catégories également bien déterminées, et peut-être des sous-catégories bien déterminées. Si vous arrivez à faire ça sur votre site, à faire du maillage interne et du contenu unique par page qui parle de la thématique, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus rien d'autre à faire, à part essayer de travailler ces liens entrants pour que ce soit des liens de qualité, mais c'est bon, c'est tout. C'est du bon sens le référencement. Et si en plus, en arrivant sur les pages de SARL, SAS et URL, l'utilisateur lit de manière extrêmement facile et fluide le contenu, et qu'il se dit « Ah bah tiens, ouais, je vais peut-être aller voir la SAS différente de la SARL », en cliquant sur le lien, vous aurez tout gagné, parce que vous aurez travaillé votre site pour les moteurs de recherche, mais pour l'utilisateur aussi. Donc du coup, retenez bien ça. À chaque page, sa thématique. Et si, dans une catégorie, certaines pages sont proches en termes de thématique, faites des liens pour créer un cocon sémantique. Voilà. C'est simple, c'est du bon sens le référencement, mais il y a Google derrière peut-être. Oui, question. C'est totalement indépendant de la balise nav. Ah oui, complètement. Absolument. C'est vraiment à l'intérieur du texte. Bonne question. C'est du lien in-text. D'accord ? Je vois exactement ce que tu veux dire. C'est une bonne problématique qui m'est souvent posée par les clients. Souvent, les clients me disent « Ah ben ouais, on a des liens de navigation, ça compte pour le maillage interne ?» Bien évidemment, ça compte. Mais aujourd'hui, les liens qui sont dans le contenu entre des pages valent 2 fois plus en termes de puissance de référencement que des liens de navigation. N'arrêtez pas les liens de navigation. C'est essentiel pour l'expérience utilisateur et pour l'ergonomie web. C'est essentiel. Mais mettez des liens aussi dans les textes avec un contexte de vocabulaire autour qui appuie le lien. Mais effectivement, c'est indépendant de la balise nav. Pour moi, du maillage interne, c'est au cœur même du contenu. C'est dans de l'in-text. Mais n'arrêtez pas les navigations sur les sites internet. Hein. Parce que sinon, si on doit chercher le lien dans le texte, là, c'est fini. Hein. Là, par contre, le taux de rebond, il est à 90%. Plus personne ne vient sur votre site. Non mais très sincèrement, voilà, c'est exactement comme ça qu'on doit faire du texte aujourd'hui et du contenu sur les sites internet. Les facteurs de référencement. Le référencement, c'est un tout. Aujourd'hui, il y a plus de 200 facteurs de référencement et il y a SEO Factors, qui est une boîte d'études et qui fait du référencement, qui a demandé à 46 grands référenceurs de donner leur avis sur les critères qui marchent le mieux. Retenez ces 5 critères-là. Aujourd'hui, ces 5 critères sont les critères qui marchent le mieux pour référencer votre site. Très clairement. Balise title, avec des mots-clés à l'intérieur de cette balise title. La balise title étant le titre de votre page, ce que vous voyez apparaître en bleu quand vous tapez une requête sur Google, c'est ce qui apparaît en bleu, c'est le titre de la page. La qualité des liens entrants. Les liens qui pointent des sites de qualité vers votre site doivent être en do follow. Do follow, ça veut dire que le lien est suivi. Follow, ça veut dire que le lien est suivi par Google. Parfois, il y a des sites qui vous font des super liens, mais c'est en nofollow, c'est-à-dire que Google ne les suit pas. Typiquement, Wikipédia. Wikipédia, jusqu'en 2010, on pouvait mettre autant de liens qu'on voulait, c'était super parce qu'il y avait une puissance de référencement énorme. Puis un jour, le mec chez Wikipédia, il s'est réveillé, il s'est dit non, c'est fini. Et donc, du coup, ils sont tous en nofollow maintenant. Le contenu doit être original et unique. Prenez un rédacteur web. Si vous n'arrivez pas, vous, à écrire du contenu, prenez un rédacteur ou une rédactrice web. L'autorité du domaine, c'est-à-dire que votre nom de domaine va acquérir de la puissance de référencement au cours de sa vie de nom de domaine. Et donc du coup, la puissance que vous avez de référencement sur votre site, ça vous fait un historique, ça vous fait un passif. Et les encres de lien. Alors les encres de lien, c'est très simple. Par exemple, quand vous avez un lien, vous avez un petit texte en surbrillance. Quand vous allez sur le lien, tout le monde est d'accord, quand vous allez cliquer sur le lien, vous avez un petit texte en surbrillance, etc. C'est ça l'encre de lien. Les encres de lien, quand ils pointent de sites externes vers les vôtres, essayez de ne pas trop les suroptimiser. Ne mettez pas des mots-clés dedans. Moi, je suis partisan de mettre uniquement l'URL.
Typiquement, vous avez un article sur le Figaro, ne suroptimisez pas le lien que vous allez mettre dans le Figaro. Mettez juste, il y a l'article du Figaro, à la fin il y a votre URL, c'est bon, ça suffit. L'encre de lien, c'est bien le petit texte que vous voyez en surbrillance quand vous passez votre curseur sur un lien. C'est ça, une encre de lien. Pendant des années, on les a suroptimisés, on les a blindés de mots-clés, c'était vraiment pourri, hein, très sincèrement. Et aujourd'hui, on tente à mettre uniquement les URL, parce qu'aux yeux de Google, pour éviter de vous faire pénaliser, essayez toujours d'être le plus naturel possible. Évitez la suroptimisation. Oui, Brian. Mais si on optimise, mais pas de manière. Oui, tu peux optimiser un peu. Le problème, c'est que Google est hyper touchy avec les liens en ce moment. C'est ça le problème. Mais de toute manière, que tu optimises ou pas, si par exemple tu as un article, je te réponds de manière factuelle, si tu as un article qui vient du Figaro et tu as ton URL à la fin, tu vas bénéficier de toute la puissance de référencement de la page du Figaro vers ta page. Ouais, mais si on optimise en marquant par exemple de l'article qui parle justement, Ouais. on marque accès au lien. Non, ça c'est dégueulasse. C'est comme le ouvrir ou cliquer ici ou suivez le lien, etc. Ça vous bannissez. D'accord. Plus jamais ça. Par contre, typiquement dans un article du Figaro, si tu veux un petit peu optimiser dans l'encre de lien, eh ben, tu demandes au rédacteur de l'article du Figaro de dire le fameux crément d'Alsace que l'on retrouve sur toutes les tables, et vous mettez le lien là-dessus, parce qu'au moins vous ne faites pas de la suroptimisation avec crément d'Alsace, et au moins vous avez créé une sémantique autour de ce lien. Voilà. Mais les suivez, ce lien, ouvrir, cliquez ici, etc. Non, jamais, à bannir. Définitivement. Donc voilà les 5 facteurs de référencement pour les référenceurs. Hein. Bien évidemment, Google, c'est comme la recette du Coca-Cola. Il ne va jamais vous donner les facteurs de référencement. Voilà donc pour les référenceurs, les 5 facteurs les plus importants. Les erreurs à ne pas commettre. Le contenu dupliqué interne et externe, je vous en ai parlé. La mauvaise écriture d'URL. Le keyword stuffing, ça veut dire bourrer votre texte de mots-clés. Ça, mais à bannir ad vitam aeternam, finir, ne bourrez plus vos textes de mots-clés. Ça ne sert plus à rien. Pareil, sur vos sites, je vous le dis parce que ça me fait rire, parce que je vois encore des sites qui le font, ne remplissez pas la balise meta-keywords. Ça ne sert à rien. Cette balise meta-keyword n'est même plus prise en compte depuis 2007 par Google. Je vois encore des sites qui ont rempli toute leur balise meta-keyword. Là, c'est cette fameuse balise qu'on vous propose. Soit vous faites un site en HTML, donc c'est vous qui la remplissez, c'est vous qui la créez et qui la remplissez. Soit les CMS, donc tout ce qui est WordPress, tout ce qui vous aide à créer un site, etc. Vous la proposent et vous la remplissez. Vous êtes là, allez, on va foncer, on va mettre tous les keywords, comme ça on va être bien référencé. Ben non, parce qu'en fait la meta-keywords, elle sert à une chose, à ce que votre concurrent vienne espionner sur quel mot-clé vous êtes positionné, c'est tout. Combien de fois ça m'est arrivé avec des hôtels, dans la même ville, dans le même quartier ou dans le même arrondissement? Ah oui, venez et faire, ah c'est sympa la balise meta-keywords que vous avez, bah oui en même temps, vas-y, je te les donne les mots-clés. Prends-les, c'est à toi. Donc le keyword stuffing, oui. Et si on ne les met pas dans cette zone-là, où est-ce qu'on les met? Parce que quand par exemple mon site est sur Gandhi, Oui. j'utilise le truc de base de Gandhi et il me propose des zones de mots-clés et Oui. je mets les mots-clés dedans et c'est ça, j'imagine, c'est la balise. Alors ça dépend, je crois qu'à partir de Gandhi, il me semble qu'on ne peut pas remplir une meta-keyword, non? Si, c'est dans le truc de créateur de site. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Alors oui, effectivement, non. Bah si vous les mettez pas là, mettez dans le contenu et travaillez la sémantique dans le contenu. Mais surtout, moi je veux voir sur tous vos sites internet une balise meta-keywords vide. Je ne veux plus en voir une. Oui. Et le nuage d'étiquettes, alors il marche sur le même principe? Alors ça, c'est WordPress. Et c'est une bonne question sur les tags, etc. Alors on a dit pendant quelques temps que effectivement WordPress prenait en compte les tags, etc. Ça sert juste à Google à comprendre un peu la thématique dans laquelle il est. Mais ça ne va pas du tout vous aider à vous positionner. Ça aide un peu Google à comprendre la sémantique qu'il y a dans votre article. Par contre, je rebondis sur votre question. Les tags, ça marche très très bien dans YouTube. Créez une chaîne YouTube, mettez autant de mots-clés que vous voulez, vous serez super bien positionné. Autre astuce, la balise meta-keyword ne marche pas sur Google. Par contre, si vous avez des velléités russes ou des velléités chinoises, et que vous voulez vous référencer sur les moteurs de recherche Yandex russe ou Baidu chinois, Yandex et Baidu prennent en compte la meta-keywords. Mais blindez-la, mettez tout ce que vous voulez. Ah, c'est parti, on y va, on fait la fête. Hein. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'utilise plus en Europe que... Faites attention aussi aux pages cul-de-sac. Alors les pages cul-de-sac, en fait, si vous voulez, c'est des pages qui n'ont plus de lien interne vers les pages mères, par exemple. Typiquement, les pages cul-de-sac, dans un site, c'est les fiches produits. Les fiches produits, c'est les fiches cul-de-sac, puisqu'on arrive à la fin de l'arborescence. Or,
Il faut pas de page cul-de-sac parce que la fiche produit, dans son contenu, ce serait bien qu'elle aille vers un autre produit qui lui est similaire, voilà, etc. Ce serait bien que la fiche produit, elle parte de la catégorie dont elle est la fille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'une page, il n'y a jamais de page cul-de-sac sur un site, à part contact, mention légale et encore. Mais les pages de contenu, aussi profondes soient-elles, ne doivent pas être des pages cul-de-sac. Il faut toujours avoir un lien en interne, pas de navigation, là je reparle de lien in-text, qui remonte. Typiquement, vous avez des... alors je vais prendre... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Alors on va prendre les maillots de football, typiquement. Maillot de football, l'AS Saint-Etienne. Je suis désolé pour les fans de l'Olympique Lyonnais ici. Maillot de football, AS Saint-Etienne. Vous avez un produit du maillot de football AS Saint-Etienne de cette saison. Et puis comme vous êtes un nostalgique de l'AS Saint-Etienne de l'Arquet et de Rocheteau, vous allez vers la page, vous faites un lien de cette page-là du maillot de football de cette saison vers la page du maillot de football un peu nostalgique, dans la fiche produit, dans un petit texte. Si vous aimez l'AS Saint-Etienne aujourd'hui, vous serez ravi d'avoir acheté le petit maillot de Dominique Rocheteau avec ses longs cheveux, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de page cul-de-sac sur un site, autant que faire se peut. Je sais que c'est très difficile sur des e-commerce qui sont extrêmement forts, mais je vais vous donner une astuce. Alors pour les e-commerce sur WordPress, à part la brique e-commerce, voilà. Sur WordPress, vous avez un plugin à avoir qui s'appelle Bombix, B-O-M-B-Y-X, qui vous détecte dans votre contenu là où vous devriez faire des liens, qui vous fait les liens internes automatiquement. Bombix. Alors oui, ce que vous devez éviter également, et ça va suivre un peu ce que je dis, c'est le déséquilibre des liens internes. Sur le site de création d'entreprise dont je m'occupais, Legal Start, on avait pas suroptimisé, on avait mis énormément de maillage interne sur la partie des fiches pratiques, sur la SARL, la SAS, le URL, etc. Et on avait complètement oublié les fiches où on commençait le tunnel d'achat. Et donc du coup, ça a déséquilibré le référencement en faveur des fiches pratiques. Et les fiches produits qui n'étaient pas assez optimisées, du coup, elles ont perdu du référencement au profit des fiches pratiques. Donc faites attention de bien équilibrer, comme je vous l'ai mis dans le schéma avant, de bien équilibrer le maillage interne. Ne blindez pas une page en interne de liens et oubliez-en une autre. Non, il faut vraiment créer un équilibre global de liens internes sur votre site. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser le référencement avant l'expérience utilisateur. Là, je me ferai taper par Chloé, d'ailleurs c'est enregistré, comme ça moi j'ai fait une petite dédicace. Mais l'ergonome avec qui je travaille, elle m'a appris beaucoup de choses sur l'expérience utilisateur. Et moi j'ai évolué dans ma manière de percevoir le référencement grâce à son expertise en expérience utilisateur et en ergonomie web, réellement. Donc si vous pensez le référencement avant l'expérience utilisateur sur votre site, là vous allez droit dans le mur, je vous le dis. D'abord vous devez penser l'expérience que va retirer l'utilisateur de votre site, et ensuite vous pensez au référencement. Parce que je vous le rappelle, vous aurez beau être premier sur Google, si votre site est dégueulasse, avec une ergonomie, excusez-moi du terme à chier, et qu'ils n'arrivent pas à naviguer, ils n'arrivent pas à comprendre comment le site arrive devant leurs yeux et comment ils arrivent à naviguer dedans, là c'est sûr que vous allez droit dans le mur. Pensez d'abord à l'expérience utilisateur, à la navigation, à l'ergonomie web, vous aurez tout le temps de penser au référencement après. Je vous ai mis ici un modèle de fiche produit optimisé. Est-ce que la présentation sera accessible à tous, Pierre? Oui, c'est là. Ok, d'accord. Donc je vous la mets, mais elle sera disponible. C'est exactement comme ça que vous devez créer une modèle de fiche produit, aujourd'hui optimisée pour le référencement et pour Google. Et bien sûr, elle peut être améliorée pour l'expérience utilisateur, j'en suis bien évidemment conscient, mais voilà comment vous devez architecturer, tout du moins, votre fiche produit. Donc ce sera disponible sur la présentation. La stratégie de lien. Retenez bien ce schéma. C'est pas moi qui l'ai fait. Qui le connaît ce schéma? Qui l'a déjà vu? Personne? En fait, pourquoi je vous mets ce schéma-là? C'est parce que, honnêtement, un lien, c'est un vote. Pensez à un lien comme un vote. En anglais, on dit endorsement. On dit l'approbation. C'est une approbation, le lien. Quand on vous fait un lien, à part quand on vous envoie 50 000 liens dégueulasses, bien évidemment, c'est loin d'être une approbation. Mais quand le Figaro fait un article sur vous sans que vous l'ayez demandé, c'est une approbation, c'est un vote pour votre site. Donc un lien, c'est égal à un vote. Et plus le lien est de qualité, plus vous allez grossir. Par exemple, ces petits liens-là, ils envoient tous sur le bleu, et en fait le bleu a grossi,
Le bleu envoie sur le petit vert qui était là, donc le vert a grossi. Et donc le bleu envoie sur le jaune qui était tout petit avant, mais comme il reçoit plein de liens, c'est celui qui reçoit le plus de liens, il a grossi, il grossit, il grossit. Un lien, c'est un vote. C'est une approbation d'un site envers le vôtre. Oui. Est-ce que ça joue si on a plusieurs liens et un seul site? Bonne question. J'allais y venir. Merci pour la transition. Si vous avez plusieurs liens, retenez bien, ça va être un peu compliqué. Si sur un site externe, vous avez plusieurs liens sur une même page qui pointent sur votre site, la puissance de référencement sera divisée par le nombre de liens qui pointent vers votre site. D'accord ? Si vous avez une page web et que vous avez 50 liens qui pointent vers la même page de votre site, ben la puissance de référencement sera divisée par 50. Voilà. Oui, Brian. Même si la thématique est différente pour chacun. Alors non, parce que j'espère que si tu fais 50 liens vers la même page, il n'y a pas la thématique. Enfin, la thématique, si en plus la thématique est différente sur chaque lien, alors là t'es mort, quoi. Ça sert à rien. Typiquement sur le site du Figaro. Prenons le site du Figaro qui pointe vers un site de une blogueuse, une maman blogueuse que je connais bien, pour ceux qui connaissent mamantest.com. Par exemple, elle a reçu un article du Figaro. Elle a reçu de cet article du Figaro 20 liens. Un article du Figaro énorme sur les mamans blogueuses. Elle a reçu 20 liens. Mais ces 20 liens-là du Figaro, ils pointaient vers la même page. Et donc la puissance de référencement a été divisée par 20. Tout simplement. Donc un article, un lien, qui pointe vers la page que vous avez envie de pousser en SEO, oui. Donc en fait, mettre un lien en signature sur un forum ou autre chose, c'est difficile. Attends, est-ce que j'ai le droit de lancer des crés? Non. En plus, c'est l'exemple d'Alza Création. Alza Création, le forum Alza Création avait énormément de référenceurs qui venaient et qui mettaient des liens dans la signature du forum. Non, mais non, ça non. C'est comme si certains voulaient encore se positionner sur l'ICOS, quoi. À un moment donné, tu ne le fais plus. Mais non, les liens dans le footer des signatures de forum, terminé. Pensez médias, pensez Figaro, pensez les médias de votre thématique. Typiquement, vous travaillez dans la boucherie-charcuterie, il y a sûrement un site qui référence tous les bouchers charcutiers ou qui parle de la boucherie-charcuterie. Il faut que vous alliez chercher ces gens-là pour avoir du bon lien, du lien qualitatif. Cherchez les gens qui ont une expertise et qui sont prescripteurs dans votre thématique. Plus le lien est de qualité, plus il vous donnera de l'autorité. Typiquement, plus vous avez le lien du Figaro, du Monde, etc., plus il vous donnera de l'autorité. Deux notions entrent en compte dans le calcul du lien par Google. Il y a ce qu'on appelle le citation flow. Le citation flow, c'est la quantité de liens qui arrivent sur votre site. Je simplifie, mais c'est la quantité de liens qui arrivent sur votre site. Plus le citation flow est élevé, plus vous avez de risque d'être pénalisé, parce qu'on essaie d'avoir une quantité de liens qui soit minimale, mais avec une qualité maximale. Et vous avez ce qu'on appelle le trust flow. Le trust flow, c'est quand la qualité du lien est très forte. Si vous avez un trust flow qui est très élevé, alors le trust flow et citation flow, vous pourrez le retrouver dans l'outil que je vous ai donné auparavant qui s'appelle Majestic. Il vous le donne, ça. Donc si votre trust flow est élevé, c'est-à-dire s'il est au-dessus de 20, au-dessus de 30, etc., ça veut dire qu'il y a des très bons liens qui pointent vers votre site. Oui. La qualité du lien, c'est la qualité du site. Ouais, la qualité du site ou la qualité de la page qui envoie un lien. Effectivement, merci de... Tout à fait. Oui, Brian. Est-ce que en qualité, on entend aussi la cohérence du contenu entre le site oui. qui envoie le lien vers le oui. site et Tout à fait. Ça s'appelle même le trust flow thématique. Voilà. Ça veut dire que tu as beaucoup d'autorité, par exemple, dans l'entrepreneuriat business pour mon site de création d'entreprise en ligne, etc. Donc, plus de qualité, moins de quantité. Pour moi, très sincèrement, l'update Pingouin a considérablement freiné les ardeurs des référenceurs. Faire du lien n'est pas un mauvais point à SEO, bien au contraire, mais l'objectif de leaking par mois, c'est-à-dire l'objectif de lien par mois, vous retenez ça. 10 liens, vous faites 10 liens par mois, pas plus. Pas plus. 5 liens ultra qualitatifs, presse en ligne, blogueurs partenaires, et 5 liens sur des annuaires thématisés, les annuaires thématisés marchant encore. Ce n'est pas à bannir. 10 liens par mois, c'est votre objectif. D'accord ? L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir 5 liens qualitatifs. Il faut aller les chercher, faut aller chercher les blogueurs, etc. Faites-vous une liste de blogueurs sur votre thématique, prenez leurs adresses de contact, envoyez-leur des mails, mais tranquille les mails, en disant « Ah, je vais t'égorger si tu mets pas un lien ». Non, vous dites « Voilà, je suis un site qui est telle thématique ». Faites du gagnant-gagnant. Pour un lien que vous avez chez un blogueur, vous lui envoyez un produit, etc. C'est exactement ce qu'on faisait quand je travaillais à l'époque chez Babyvals, qui fait de la puriculture et du matériel. On contactait les mamans blogueuses et on leur disait, voilà, vous faites un article, 2 liens, on vous envoie une poussette. Par contre, on leur laissait totalement le droit de dire que la poussette c'était de la merde.
Ouais, d'accord. Non mais réellement, parce que sinon vous êtes dans un carcan de... Vous êtes dans une relation commerciale qui est à mon avis pas très éthique, de mon point de vue. Mais voilà, faites du gagnant-gagnant quand vous allez chercher des blogueurs, etc. Vous dites voilà, on est sur votre thématique, on vous envoie ça. Pas forcément faites un article sur ce qu'on vous a envoyé, mais regardez un peu le site, baladez-vous, est-ce que ça vous plaît, est-ce que c'est dans votre thématique, etc. On aimerait bien un article, voilà. Allez chercher les blogueurs. Oui. J'ai une question de Google peut-être, mais si quelqu'un fait un article pourri sur un produit Uber avec un lien, Ouais. est-ce que Google se rend compte que l'article est pas du tout élogieux ou... Non, ça, alors c'est une bonne question, peut-être que ça se mettra dans l'algorithme bientôt, mais aujourd'hui il le reconnaît pas. Voilà. Donc un lien est un lien. Un lien est un lien, ou un lien est un vote, du coup, mais un vote négatif dans ce cas-là. Les liens à éviter, les annuaires non thématisés, les sites de communiqués de presse, les communiqués de presse ça marche quasiment plus. Oubliez-les, hein. Les liens payants, n'achetez pas de liens, genre quand il y a... Moi je reçois plein de mails maintenant que je suis référenceur. Salut, j'ai un site, je te vends le lien 1000 €. Non, j'ai pas envie. Et les liens sponsorisés via les plateformes. J'ai quasiment terminé, je vais vous donner une anecdote. À l'époque, il y avait une société franco-allemande qui s'appelait Bezea, qui était une plateforme qui mettait en relation les blogueurs et les marques. Parce que là, c'est une plateforme, le blogueur disait bonjour, je suis blogueur sur cette thématique-là, est-ce que vous avez une marque à me conseiller qui peut m'envoyer un truc, je peux faire un article dessus. Google a banni les liens sponsorisés, quasiment tous les liens sponsorisés, tous ces articles sponsorisés. Voilà, les articles sponsorisés. Google a quasiment banni ça en fait. Il a banni ces plateformes qui mettent en relation les marques et les blogueurs. Autant le faire en direct, autant appeler directement les blogueurs et ne pas passer par ces espèces de plateformes dégueulasses. À tel point qu'un jour, Google, le responsable de la référencement team chez Google, Matt Cutts, je ne sais plus, a tweeté « Bonjour, aujourd'hui nous allons pénaliser toutes les personnes qui ont pris des liens via cette plateforme sponsorisée. Bezea a fermé en 20 minutes. Je déconne pas. Bezea a fermé en 20 minutes. Et ils ont mis un communiqué de presse en 20 minutes sur leur site. Et toutes les blogueuses ou les blogueurs qui avaient pris des liens via Bezea ont tous été blacklistés de Google. En 1 heure. En 1 heure. Alors toutes les blogueuses mode qui disaient non, pourquoi j'ai fait ça et tout. Et on leur a téléphoné, on leur a dit alors t'inquiète pas, tu vas revenir. Faut juste attendre que Google enlève cette espèce de blacklistage des personnes qui ont pris des liens via cette plateforme de sponsorisé qui était très obscure, etc., mais qui ramenait de très très bons liens. Et donc du coup, Bezea, la société franco-allemande, a mis un communiqué de presse. Je vous jure, c'est vrai, hein, le tweet a été envoyé par Matt Cutts à 8h41. À 9h, Bezea a mis un communiqué de presse sur son site en disant fermé. Vous voyez que Google peut fermer des entreprises assez rapidement. Voilà. Donc ne vous lancez pas dans le business de mettre en relation marque et blogueur, vous voyez que ça marche pas. Donc pardon, je suis revenu en arrière. Dès lors, que nous reste-t-il pour le lien? Ce que je vous ai dit, hein, l'échange de liens thématisés, l'échange de liens marche. Hein. Ne croyez pas que l'échange de liens ne marche plus. Hein. Un site A qui vous fait un lien et vous faites un lien vers le site B, ça marche très bien. Des relations publiques, des relations presse aussi, des annuaires ultra thématisés et les réseaux de sites. Je vais terminer par ça, tout ce que détestent les gens qui ne font pas du référencement, les réseaux de sites. Votre site central, votre money site, comme on dit, qui vous ramène de l'argent, vous créez des petits sites à côté, avec du contenu à valeur ajoutée, hein, vous ne faites pas du contenu dégueulasse sur les sites à côté. Mais typiquement, je m'occupe d'un site qui fait de la visite de cave, et ben j'ai fait un site sur l'export de vin, j'ai fait un site sur offrir un vin, voilà, et donc j'ai créé des sites thématiques autour de mon site central, j'ai créé du contenu à valeur ajoutée sur ces sites-là, sur exporter du vin, sur offrir du vin, etc. Ces sites à côté ont gagné en autorité en SEO, et après, boum, je balance du lien de ces sites satellites vers mon site central pour que mon site central grossisse et gagne en autorité auprès de Google sur la thématique globale du vin. C'est ça les réseaux de sites. Oui. Google prend en compte les liens que vous avez partagés dans la description de vidéo comme YouTube par exemple. Oui, YouTube seulement puisque c'est un outil Google, pas Dailymotion et pas Vimeo, mais YouTube, oui, absolument. Donc voilà, les réseaux de sites, je répète, vous avez votre site central, celui qui vous génère de l'argent, du trafic, etc. Créez des blogs thématiques ou des sites sur des thématiques un peu qui ressemblent, mais avec l'élargissement de la sémantique, etc. Donc je vous rappelle l'exemple. Mon site de vin qui fait des visites de cave, j'ai créé un site sur l'export de vin, un site sur offrir du vin, etc. Et donc ces sites-là, je n'ai pas fait du contenu dégueulasse, j'ai fait du contenu à valeur ajoutée. J'ai demandé aux domaines de parler de leur domaine, est-ce qu'ils exportent ailleurs, dans d'autres pays, etc. Et quand ces sites externes ont gagné assez de potentiel en référencement, hop, j'ai envoyé du lien vers mon site central, ce qui a fait grossir mon site central. Voilà, tout simplement. En conclusion, le SEO ça marche, mais c'est un marathon et c'est pas un sprint.
Si vous commencez votre référencement demain, après ce que je vous ai appris, vous n'allez pas être en première position. Ah oui, je rappelle juste un truc. Parce que j'ai eu des clients comme ça qui m'appelaient et disaient « Ouais, ma cousine, elle travaille à Google France, est-ce que je peux être premier ?» Non. Ne téléphonez pas à votre famille ou à des proches qui travaillent chez Google, ça ne sert à rien. Les vrais résultats pérennes ne s'acquièrent qu'au bout de 6 mois. Travaillez pour les utilisateurs et pas pour les moteurs. Bien évidemment, on fait du référencement pour être bien référencé, mais travaillez d'abord pour les utilisateurs, et je le répéterai jamais assez. Un utilisateur content est un utilisateur qui revient, est un utilisateur qui achète, et qui réachète, et qui rachète, et qui en parle autour de lui. Si les utilisateurs aiment, les moteurs suivront. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur le référencement? Oui. Alors, on dit faire plein de liens qui vont du code à gauche, etc. Oui. Comment ça marche dans un site web page? Ah, le fameux site one page. Alors le site one page, pour le référencement... Non, ça marche. Ça marche le site one page. Mais en plus, c'est vrai, ça marche le site one page. En plus, je vais organiser un événement sur le SEO à la fin de l'année. J'ai fait un site one page. Donc là, j'espère que je ne me tire pas une balle dans le pied. Mais non, en fait, le site one page, qu'il faut réfléchir, c'est découpé par bloc. En fait, quand vous le découpez par bloc, le site one page, vous pouvez donner à chaque bloc une identité propre auprès de Google. Et c'est la fameuse discussion qu'on avait avec Pierre et Damien sur les balises H1, sur plusieurs balises H1 au sein d'un même site. Sur un one page, si vous faites à chaque bloc de votre one page, vous lui donnez une identité propre, vous pouvez référencer votre one page. Et si votre one page a du contenu et qu'il est bien structuré, vous le référencerez. Mais ce qui permet de bien positionner les sites one page, c'est les liens qui arrivent dessus. Parce que souvent les sites one page, c'est des sites événementiels, c'est des sites un peu sympas en parallaxe. Vous savez, c'est sur couche qui permet de donner une vraie expérience utilisateur. Les sites one page aujourd'hui se positionnent bien à travers le contenu, certes, même s'ils en ont beaucoup moins que d'autres sites, mais ils se positionnent bien aussi grâce au netlinking. Oui. C'est-à-dire s'il y a des URL différents, en fait, si on ajoute par exemple slash, dans le one page. slash, Ah oui, ça dans le one page vous pouvez faire. Mais bon, c'est plus adapté à un site avec plusieurs pages, une arborescence profonde. Mais vous pouvez le faire sur le one page, au contraire. Alors mettez pas un dièse, hein. Arrêtez les dièses, j'en peux plus. Mais un slash, oui, absolument. Qui a d'autres questions sur le référencement? Oui. Juste sur la certification de contenu. Oui. Je me dis qu'il y a un site actuellement ouais. où vous soulevez la boucle des articles, on voit l'ensemble de l'article en fait. Et quand on clique dessus, on arrive dans l'article en lui-même. Oui. Est-ce que c'est un duplicateur de contenu? Alors c'est du contenu dupliqué en interne, mais que Google comprend, comme Google comprend sur WordPress le fameux lire la suite. Vous savez, le fameux lire la suite, vous arrivez, vous avez l'intro, vous avez le chapeau. Google comprend que c'est pas du duplicate content volontaire. Google comprend du contenu dupliqué volontaire comme une page de catégorie et l'autre page de catégorie qui ont exactement le même contenu ou qui font du texte à trous. Typiquement sur le site de création d'entreprise en ligne, au départ, la page SARL et la page SAS, il n'y avait que SARL et SAS qui changeaient. Hein. Et là, bizarre, ils sont là, on a été pénalisé. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc du coup, effectivement, ça, il le comprend comme un lire la suite et il comprend que c'est dans un processus de l'utilisateur à lire un article, à lire l'introduction, à aller dans une catégorie, à revenir, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. J'avais une question sur les microdonnées. Oui. Alors, les microdonnées, c'est ce qu'on appelle, je vais le faire très rapidement, ce qu'on appelle le web sémantique, c'est-à-dire toutes les informations que vous allez avoir en plus dans les moteurs de recherche. Affichées, typiquement Marmiton, quand vous cherchez spaghetti carbonara, les vrais, hein, avec la crème. Je m'appelle Leonetti, attention, vous mettez de la crème dans les carbonara, je me fâche. Mais mais par exemple, typiquement Marmiton, qui met d'ores et déjà la recette dans le moteur de recherche. Vous voyez? Ça, c'est ajouter des métadonnées, etc. Alors ça, oui, ça aide au référencement, mais encore plus, ça aide l'utilisateur. Et la question est très bonne parce que c'est là le point d'ancrage, le point de fixation de ce que Google veut mettre en avant en rapprochant l'expérience utilisateur et le référencement. J'ajoute des informations sémantiques à mon moteur de recherche et ça permet en plus que les utilisateurs aient l'information tout de suite devant les yeux. Donc c'est très important aujourd'hui d'en rajouter, effectivement. Et notamment schéma.org qui donne toute la liste, schéma.org qui donne toute la liste des métadonnées potentielles à rajouter à votre site. Oui. Est-ce que vous parlez des sous-liens qui s'affichent juste en dessous? Alors non, ça s'appelle des site links. Alors ça vient au fur et à mesure du temps, vous pouvez les travailler, mais si votre marque, si votre site est bien... En fait, ça apparaît souvent quand vous tapez la marque de votre site, hein, typiquement. Ça apparaît, les site links, donc ces liens que vous avez en dessous dans les moteurs de recherche, et souvent à droite, vous avez votre Google My Business, Google Local, d'accord?
Ça vient au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'autorité et au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'autorité sur des pages profondes qui vont ressortir pour votre marque directement dans les moteurs de recherche. N'oubliez jamais de remplir votre Google My Business. Le référencement local, c'est indispensable. Combien de marques je tape dans Google qui n'ont pas les informations à droite de Google My Business? Créez votre compte My Business, créez votre compte Google local. Même si c'est dans votre appartement, c'est pas grave. Quand on tape votre marque, vous avez de l'information sémantique, vous comblez l'espace. Déjà qu'aujourd'hui, les AdWords prennent les 3/4 des pages au-dessus de la ligne de flottaison, là, au-dessus de votre barre de scroll, votre limite de scroll, pardon. Déjà que les AdWords prennent de la place, travaillez votre marque, ouvrez un Google My Business, travaillez-le bien, mettez des heures d'ouverture, etc. Parce que sinon, vous allez vite être noyé au milieu de toutes les informations Google, les AdWords, le Google Shopping, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Brian. Si je crée un site satellite pour booster mon site principal, oui. Je peux imaginer un blog du coup. Oui. Mais il est mieux s'il est genre pas lié directement sur le site principal. Oui. Les blogs, j'aime bien quand ils sont à côté, qui sont ad hoc à votre site central, parce que ça permet pour lui de vivre son référencement de manière indépendante, et quand vous avez un référencement bien solide sur ce blog, d'envoyer des liens vers votre site central. Voilà. Autre chose, très rapidement, sur référencement multilingue, combien de sites je vois en www.com en anglais, /fr en français? Vous faites ça, votre site il sera jamais référencé sur les moteurs de recherche français. Ah, c'est terminé, je vous le dis. Vous faites soit un fr.com, soit vous achetez le .fr. Le site dont je m'occupe qui s'appelle Work4Labs qui a créé une application de recrutement sur Facebook, ils m'appellent et ils me disent putain, on n'est pas référencé, on est référencé sur que des mots anglais dans les moteurs de recherche français. Le site en anglais c'est www.work4labs ou workforce.com. Ça c'est le site en anglais. Le site en français c'est www.work4labs.com/fr. C'est sûr que vous n'allez jamais être référencé sur des mots-clés en français en /fr, puisque Google comprend que votre site il est en anglais, qu'il n'est pas en français, et que le français c'est une sous-page. Donc si vous devez faire du référencement multilingue, pour l'anglais vous prenez du .com, pour le français vous prenez du .fr, pour l'anglais vous prenez du .de, pour le britannique vous gardez le .com ou vous faites le .co.uk, pour le monténégro vous faites le .me, vous faites ce que vous voulez, mais prenez l'extension de nom de domaine de la localisation du site, avec la langue, etc. Oui. Il y avait une question? Oui. Oui, derrière, je suis désolé. Même si on utilise les balises... Même si on utilise les balises hreflang. Parce que les balises hreflang vous permettent de bien vous positionner dans le moteur de la langue concernée. Sauf que si vous avez un .com/fr, il va y avoir un conflit entre la balise qui vous permet de bien vous référencer sur le moteur concerné, sur la langue du moteur concerné, et votre contenu. Parce qu'en fait, il comprend la page française comme une sous-page de l'anglais. Donc du coup, il n'y a aucune autorité à donner en termes linguistiques, en termes de langue à votre page française. Oui. Je suis pas sûre d'avoir bien saisi. Si par exemple on a un site client français qui se termine par .com. Ça c'est bon, ça c'est pas grave. Ça c'est, on préférerait le .fr et Google préfère le .fr. Mais si vous avez un site en français qui n'a pas de déclinaison en anglais et que vous êtes sur un .com, ben vous avez un .com, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'avais la question par rapport à un site qui est en .com, oui. Il est en français, en anglais et en espagnol. Les trois? Vous avez .com français? Bon. Que du .com. D'accord. Alors, quelle ordonnance je vais vous faire? Je ne sais pas. Non, très sincèrement, il faut acheter l'extension de la langue correspondante. Si vous avez le site en anglais, vous gardez le .com sur l'anglais, vous mettez le français sur un .fr, et vous mettez l'allemand sur un .de. Ça va vraiment permettre... espagnol, excusez-moi. Donc vous mettez pas l'espagnol sur .de, bien évidemment. Vous prenez un .es. Parce que ça va permettre à Google de bien comprendre que votre site est en espagnol, qu'il doit se référencer sur des sites, sur des moteurs de recherche espagnols. Oui. Sur des sites avec les nouvelles extensions comme du .alsace. Ça sert strictement à rien aujourd'hui pour le référencement. Mais par rapport à la langue, en fait, si on a des sites multilingues... T'as des sites en alsacien? Mais c'est une bonne... Non mais réellement. Ça se fait, bah ouais. Oui, complètement. Alors les sites en alsacien, .alsace, pour le moment, il n'y a aucune obligation technique de Google. Mais en tout cas, peut-être, et Google réfléchit à donner un poids supplémentaire aux extensions de nom de domaine. Ouais. Par exemple, .hotel, .trip, etc. Quoi. Complètement. Oui. Vous dites
dites pour les sites qu'on crée à côté pour refaire le lien. Oui. Vous dites quand il a de l'autorité, on balance les liens, il faut attendre qu'il ait. Oui, il faut attendre qu'il acquiert de l'autorité. C'était un petit piège pour le verbe acquérir. Qu'il acquiert de l'autorité. Il faut attendre que le site gagne de la puissance de référencement pour ensuite envoyer le lien vers le site central, absolument. Parce que sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous saisissez un peu mieux aujourd'hui ce qu'est le référencement naturel? Oui? Je vous remercie beaucoup.